La politique d'Aristote, livre 3e, chapitre 6, sommaire. De la souveraineté. Le gouvernement de l'État peut être profondément injuste, prétention réciproque et également inique de la foule et de la minorité, arguments divers en faveur de la souveraineté populaire et énumération des objets auxquels elle peut s'étendre, objection contre ces arguments et réponse à ces objections. La souveraineté doit appartenir autant que possible aux lois fondées sur la raison, rapport intime des lois avec la Constitution. C'est un grand problème de savoir à qui doit appartenir la souveraineté dans l'État. Ce ne peut qu'être ou à la multitude ou aux riches ou aux gens de bien ou à un seul individu supérieur par ses talents ou à un tyran. L'embarras est, se semble, égal de toutes parts. Quoi ? Les pauvres, parce qu'ils sont en majorité, pourront se partager les biens des riches. Et ce ne sera point une injustice, attendu que le souverain, de par son droit, aura décidé que ce n'en est point une. Et que sera donc la plus criante des iniquités ? Mais quand tout sera divisé, si une seconde majorité se partage de nouveau les biens de la minorité, l'État, évidemment, sera anéanti. Et pourtant, la vertu ne ruine pas ceux qui la possèdent. La justice n'est point un poison pour l'État. Cette prétendue loi ne peut donc être certainement qu'une flagrante injustice. Par le même principe, tout ce qu'aura fait le tyran sera nécessairement juste. Il emploiera la violence parce qu'il sera le plus fort, comme les pauvres l'auront été contre les riches. Le pouvoir appartiendra-t-il de droit à la minorité, aux riches ? Mais s'ils agissent comme les pauvres et le tyran, s'ils pillent la multitude et la dépouillent, cette spoliation sera-t-elle juste ? Les autres alors ne le seront pas moins. Ainsi de toutes parts on le voit, ce ne sont que crimes et iniquités. Doit-on remettre la souveraineté absolue sur toutes les affaires aux citoyens distingués ? Alors c'est avilir toutes les autres classes exclues des fonctions publiques. Les fonctions publiques sont de véritables honneurs et la perpétuité du pouvoir aux mains de quelques citoyens déconsidère nécessairement tous les autres. Vaut-il mieux donner le pouvoir à un seul, à l'homme supérieur ? Mais c'est exagérer le principe oligarchique, et une majorité plus grande encore sera bannie des magistratures. On pourrait ajouter que c'est une faute grave de substituer à la souveraineté de la loi la souveraineté d'un individu, toujours sujet aux 1000 passions qui agitent toute âme humaine. Eh bien, dira-t-on, que la loi soit donc souveraine. Oligarchique ou démocratique, aura-t-on mieux évité tous les écueils ? Pas le moins du monde, les mêmes dangers que nous venons de signaler subsisteront toujours. Mais nous reviendrons ailleurs sur ces divers sujets. Attribuer la souveraineté à la multitude plutôt qu'aux hommes distingués, qui sont toujours en minorité, peut sembler une solution équitable et vraie de la question, quoiqu'elle ne tranche pas encore toutes les difficultés. On peut admettre en effet que la majorité dont chaque membre pris à part n'est pas un homme remarquable, est cependant au-dessus des hommes supérieurs, sinon individuellement, du moins en masse, comme un repas à frais communs est plus splendide que le repas dont une personne seule fait la dépense. Dans cette multitude, chaque individu a sa part de vertu, de sagesse, et tous, en se rassemblant, forment, on peut dire, un seul homme ayant des mains, des pieds, des sens innombrables, un moral et une intelligence en proportion. Ainsi la foule porte des jugements exquis sur les œuvres de musique, de poésie. Celui-ci juge un point, celui-là un autre, et l'assemblée entière juge l'ensemble de l'ouvrage. L'homme distingué, pris individuellement, diffère de la foule, comme la beauté, dit-on, diffère de la laideur, comme un bon tableau que l'art produit diffère de la réalité, par l'assemblage en un seul corps de beaux traits et par ailleurs, ce qui n'empêche pas que si l'on analyse les choses, on ne puisse trouver mieux encore que le tableau,
et que tel homme puisse avoir les yeux plus beaux, tel l'emporter par toute autre partie du corps. Je n'affirmerai pas que ce soit là, dans toute multitude, dans toute grande réunion, la différence constante de la majorité au petit nombre des hommes distingués. Et certes, on pourrait dire plutôt sans crainte de se tromper que, dans plus d'un cas, une différence de ce genre est impossible, car on pourrait alors pousser la comparaison jusqu'aux animaux. Et en quoi, je le demande, certains hommes diffèrent-ils des animaux ? Mais l'assertion, si on la restreint à une multitude donnée, peut être parfaitement juste. Ces considérations répondent à notre première question sur le souverain et à celle-ci qui lui est intimement liée: à quels objets la souveraineté des hommes libres et de la masse des citoyens doit-elle s'étendre ? Je comprends par la masse des citoyens tous les hommes d'une fortune et d'un mérite ordinaire. Il y a danger à leur confier des magistratures importantes, faute d'équité et de lumière, ils seront injustes dans tel cas et se tromperont dans tel autre. Les repousser de toutes les fonctions n'est pas plus sûr. Un État où tant de gens sont pauvres et privés de toute distinction publique compte nécessairement en son sein autant d'ennemis. Mais on peut leur laisser le droit de délibérer sur les affaires publiques et le droit de juger. Aussi Solon et quelques autres législateurs leur ont-ils accordé l'élection et la censure des magistrats tout en leur refusant des fonctions individuelles. Quand ils sont assemblés, leur masse sent toujours les choses avec une intelligence suffisante, et réunie aux hommes distingués, elle sert l'État, de même que des aliments peu choisis, joints à quelque aliment plus délicat, donnent par leur mélange une quantité plus forte et plus profitable de nourriture. Mais les individus pris isolément n'en sont pas moins incapables de juger. On peut faire à ce principe politique une première objection, et demander si, lorsqu'il s'agit de juger du mérite d'un traitement médical, il ne faut point appeler celui-là même qui serait au besoin capable de guérir le malade de la douleur qu'il souffre actuellement, c'est-à-dire le médecin, et j'ajoute que ce raisonnement peut s'appliquer à tous les autres arts, à tous les cas où l'expérience joue le rôle principal. Si donc le médecin a pour juge naturel les médecins, il en sera de même dans toute autre chose. Médecin signifie à la fois celui qui exécute l'ordonnance et celui qui la prescrit, et l'homme qui a été instruit dans la science. Tous les arts, on peut dire, ont comme la médecine des divisions pareilles, et l'on accorde le droit de juger à la science théorique aussi bien qu'à l'instruction pratique. L'élection des magistrats remise à la multitude peut être attaquée de la même manière. Ceux-là même seuls qui savent faire la chose, dira-t-on, ont assez de lumière pour bien choisir. C'est aux géomètres de choisir les géomètres, aux pilotes de choisir les pilotes, car si pour certains objets dans certains arts on peut travailler sans apprentissage, on ne fait certainement pas mieux que les hommes spéciaux. Donc, par la même raison, il ne faut laisser à la foule ni le droit d'élire les magistrats, ni le droit de leur faire rendre des comptes. Mais peut-être cette objection n'est-elle pas fort juste par les motifs que j'ai déjà dit plus haut, à moins qu'on ne suppose une multitude tout à fait dégradée. Les individus isolés jugeront moins bien que les savants, j'en conviens, mais tous réunis, ou ils vaudront mieux, ou ils ne vaudront pas moins. Pour une foule de choses, l'artiste n'est ni le seul ni le meilleur juge, dans tous les cas où l'on peut bien connaître son œuvre sans posséder son art. Une maison, par exemple, peut être appréciée par celui qui la bâtit, mais elle le sera bien mieux encore par celui qui l'habite. Et celui-là, c'est le chef de famille. Ainsi encore, le timonier du vaisseau se connaîtra mieux en gouvernail que le charpentier, et c'est le convive et non pas le cuisinier qui juge le festin. Ces considérations peuvent paraître suffisantes pour lever cette première objection. En voici une autre qui s'y rattache. Il y a peu de raison, dira-t-on, à investir la multitude sans mérite d'un plus large pouvoir que les citoyens distingués. Rien n'est au-dessus de ce droit d'élection et de censure que bien des États, comme je l'ai dit, ont accordé aux classes inférieures et qu'elles exercent souverainement dans l'Assemblée publique. Cette Assemblée, le Sénat et les tribunaux sont ouverts moyennant un cens modique à des citoyens de tout âge
et en même temps on exige pour les fonctions de trésorier celles de général et pour les autres magistratures importantes des conditions de sens fort élevées. La réponse à cette seconde objection n'est pas ici plus difficile. Les choses sont peut-être encore fort bien telles qu'elles sont. Ce n'est pas l'individu, juge, sénateur, membre de l'Assemblée publique qui prononce souverainement, c'est le tribunal, c'est le Sénat, c'est le peuple, dont cet individu n'est qu'une fraction minime dans sa triple attribution de sénateur, de juge et de membre de l'Assemblée générale. De ce point de vue, il est juste que la multitude ait un plus large pouvoir, car c'est elle qui forme et le peuple et le Sénat et le tribunal. Le sens possédé par cette masse entière dépasse celui que possèdent individuellement et de leur minorité tous ceux qui remplissent les fonctions éminentes. Je n'irai pas, du reste, plus loin sur ce sujet. Mais quant à la première question que nous nous étions posée sur la personne du souverain, la conséquence la plus évidente qui découle de notre discussion, c'est que la souveraineté doit appartenir aux lois fondées sur la raison et que le magistrat unique ou multiple ne doit être souverain que là où la loi n'a pu rien disposer par l'impossibilité de préciser tous les détails dans des règlements généraux. Nous n'avons point encore expliqué ce que doivent être des lois fondées sur la raison, et notre première question reste entière. Je dirais seulement que de toute nécessité, les lois suivent les gouvernements, mauvaises ou bonnes, justes ou iniques selon qu'ils le sont eux-mêmes. Il est du moins de toute évidence que les lois doivent se rapporter à l'État, et ceci une fois admis, il n'est pas moins évident que les lois sont nécessairement bonnes dans les gouvernements purs et vicieuses dans les gouvernements corrompus.